On va plus loin sur France 24, une demi-heure pour approfondir 2 dossiers de la journée. À mes côtés ce soir, Patricia Lémonière, grand reporter. Bonsoir Patricia. Et Antoine Mariotti, chroniqueur international ici à France 24. Bonsoir. Bonsoir Florent. Antoine, bonsoir Patricia. À la une ce soir, les funérailles bien sûr du pape François, ce sera ce samedi à 10h. On se penche ce soir sur sa succession. Le souverain pontife restera-t-il une parenthèse progressiste au Vatican ? La question se pose, on va tenter d'y répondre. Et puis on parlera ensuite du nouveau Signal Gate. Pete Hegseth est encore dans la tourmente pour avoir partagé des informations confidentielles avec, cette fois, des membres de sa famille. Il peut toujours compter sur le soutien de Donald Trump. Vous connaissez le programme. Ce sera donc ce samedi à 10h les funérailles du pape François, la dépouille du souverain pontife qui rejoindra dès demain matin la basilique Saint-Pierre de Rome. Quid de la suite? Le progressiste François restera-t-il une parenthèse? C'est l'un des enjeux bien sûr de sa succession. Avant de vous donner la parole, tour d'horizon des visages et des noms qui reviennent le plus depuis ce matin. C'est avec Gaspard de Florival. Qui pour succéder à François à la tête de l'Église catholique? Quelques heures après la mort du pape, plusieurs noms émergent déjà. Celui de Pietro Parolin d'abord, secrétaire d'État du Vatican. À 70 ans, il est considéré comme un homme de compromis, diplomate, mais parfois jugé trop effacé. Deuxième favori, un autre Italien, le cardinal Matteo Zuppi. Âgé de 69 ans, ce progressiste est connu pour son engagement social, envers les migrants notamment et les personnes homosexuelles. Cela serait le retour d'un pape européen, mais il pourrait aussi venir d'ailleurs, du Brésil par exemple, avec le cardinal Darocha à gauche, ou des Philippines, avec Luis Antonio Tagle à droite. Jamais l'élection d'un pape n'a en tout cas été aussi internationale. Aujourd'hui vont entrer en conclave, enfin d'ici quelques semaines, des hommes qui viennent d'Oulan-Bator, du Lesotho, du Timor oriental, donc vraiment des 4 coins du monde, avec des préoccupations qui ne seront pas du tout celles des poids lourds européens. Un enjeu géographique, idéologique aussi. Quelle direction cette élection donnera-t-elle à l'institution religieuse ? Les clés de l'Église seront-elles confiées à un homme sur la même ligne progressiste que François, comme Jean-Marc Aveline, l'archevêque de Marseille? Il partage les idées du défunt pape sur les questions migratoires et interreligieuses. Au contraire, les cardinaux feront-ils confiance à un homme plus conservateur, comme le Guinéen Robert Sarah à gauche ou l'Allemand Gerhard Müller à droite? Dans l'ombre, c'est une bataille politique qui se joue. Il ne faut pas sous-estimer aussi le poids de très grandes sources de finances dans l'Église catholique qui peuvent venir aussi des États-Unis, qui peuvent venir aussi d'Afrique et d'ailleurs, et qui ont envie de recentrer l'Église. Et ceux-là ont un peu une revanche à prendre sur ce pape qui a voulu décentraliser son Église et qui a voulu un peu une Église avec le visage des plus pauvres et de ceux qui souffrent. Quelle que soit la personne choisie, le choix du futur pape sera un signal fort dans un contexte de tension croissante au sein de l'Église. On a vu ces noms, on a vu ces visages. Il faut être honnête, on n'a pas la moindre idée du nom qui va sortir de l'urne. Non, je crois d'ailleurs il y a un célèbre film qui parle du conclave, si je ne me trompe. Qui est sorti il y a quelques mois. Voilà, et qui montre toutes les discussions et la complexité des discussions qui s'y déroulent. À l'intérieur, il faut mettre tout le monde d'accord. Des gens ne se connaissent pas, il y a des tendances politiques. Et puis surtout, la vraie question, c'est qu'on a eu un pape quand même très clivant. Qui vient de s'éteindre. Alors, clivant, certains le voient progressiste. Non, pas forcément progressiste. Pas sur toutes les questions, Il était progressiste sur certaines questions et sur d'autres, il était complètement réactionnaire, pratiquement. Donc, si vous voulez. Donc, en tout cas, c'était un pape d'idées tranchées. Et donc, avec ces idées tranchées, effectivement, il ne faisait pas l'unanimité. Je crois que l'Église n'a jamais été aussi divisée qu'elle ne l'est. Enfin, en tout cas, ces derniers siècles, j'ai envie de dire, aussi divisée qu'elle ne l'est maintenant. Donc, est-ce que dans le fameux conclave, on va vouloir justement opter pour quelqu'un de consensuel, de rassembleur? Quelqu'un de consensuel, c'est rassembleur, ben c'est un peu plus conservateur et avec un peu moins d'idées qui bouleversent tout le monde. C'est ça. Ou alors, on peut dire, on fait complètement le coup du côté conservateur parce qu'on est allé trop dans un sens. Ou alors, on maintient la ligne, j'ai envie de dire, BRICS, si vous me permettez cette expression,
Sud global, diraient certains, mais moi, comme on n'aime pas Sud global, on préfère dire BRICS, comme ça englobe, du pape. Antoine, ce qu'on sait, c'est qu'on n'en sait rien. Exactement, Voilà. ce qu'on disait hier, ce qu'on sait, c'est qu'on n'en sait rien et que les pauvres qui sont jugés comme favoris, ils ont quand même une chance sur 2, si ce n'est 9 sur 10, que ce ne soit pas eux. D'ailleurs, on parle par exemple Jean-Marc Calvin, l'archevêque de Marseille. Bon, si vous regardez la télévision italienne, eux, ils vous parlent de l'archevêque de Rome ou de je ne sais où. La télévision espagnole, ils vous parlent du cardinal espagnol. Chaque pays se met un peu à pays, rêver. oui, voit, et chaque pays pousse un peu et aimerait bien. C'est comme le cardinal, le suédois, qui est présenté comme l'un des favoris. Le hasard fait quand même qu'il y a quelques mois, il s'est mis d'accord avec le pape François pour pouvoir démissionner dans quelques mois, justement parce qu'il avait envie de se retirer un petit peu tranquillement et qu'il fait partie des favoris. Et il dit, bon, ce serait quand même un comble que je sois, moi, élu, moi, suédois, où il y a certes des catholiques chez nous, mais enfin, c'est surtout des protestants, ce serait quand même pas banal. Et en effet, ce que l'on sait, c'est que l'on ne sait pas, parce que quand vous êtes archevêque de Corse, ce qui est le cas de Monseigneur Boustillot, vous avez quand même peu de chance d'avoir déjà rencontré l'archevêque d'Oulan-Bator en Mongolie, qui a été d'ailleurs créé par le pape François récemment, etc. Ils sont 135 à voter, mais il y en a 117 autres qui seront présents et qui ont participé à plein de réunions, mais pas au conclave, mais qui ne vont pas pouvoir voter parce qu'ils ont 80 ans ou plus et que c'est la date limite pour pouvoir voter. Donc il faut se rencontrer, il faut se parler, et puis il faut Monseigneur Boustillot, qui pour la première fois va voter parce qu'il a été fait cardinal, donc celui de l'archevêque d'Ajaccio, disait... Certes, on regarde par pays, mais il n'y a aucun pays qui n'ait une majorité qui ne peut faire ça. Et si on regardait sur les Européens, puisqu'on parlait un petit peu de l'aspect traditionnel, on a moins d'Européens, même s'ils restent toujours majoritaires. Si vous les ajoutez au Nord-Américains, il y a 51%. Est-ce qu'ils sont plus que le Sud global, ou BRICS, comme dirait Patricia? On peut faire tous les scénarios possibles. La vérité, c'est qu'on aura sans doute une surprise et que l'on se plongera dans nos petites fiches au moment où le nom sera annoncé, parce qu'ils ne sont quand même pas tous connus du grand public. À part Vladimir Poutine, tout le monde ou presque sera là samedi à Rome. Benjamin Netanyahou non plus n'est pas là. Oui, Benjamin Il ne Netanyahou, s'est c'est même pas vrai. exprimé Il d'ailleurs. ne s'est pas exprimé. Ça nous dit quoi de ce que représente le pape en 2025, ou en tout cas la papauté en 2025 dans ce monde troublé? Alors, ça en fait un lieu de rassemblement, non pas des cardinaux, mais des chefs d'État. Et donc, certains espèrent à cette occasion, qui est en théorie une occasion religieuse, eh bien, de faire de la politique. Et ça prouve bien que le Saint-Siège a aussi une dimension politique. Et d'ailleurs, il a une diplomatie active. Dans certains dossiers, le Saint-Siège, comme dans les dossiers algériens, souvenez-vous l'affaire des moines de Tibérine, pour ne citer que ça, le Saint-Siège, la diplomatie du Saint-Siège avait été très active par l'intermédiaire de Sant'Egidio, par exemple. Donc, le Saint-Siège, en particulier en Afrique, a une diplomatie active, même en Asie, puisque c'est grâce finalement au pape que la Chine s'est ouverte, etc. Donc, c'est la dimension politique finalement du Saint-Siège qui va peut-être, alors que c'est pourtant un enterrement, une messe de recueillement, qui va peut-être plus jouer samedi. Antoine. Et puis il y avait même eu Cuba, d'ailleurs, le rapprochement entre les Américains, on en parlait hier ensemble sur ce plateau, où le Vatican avait joué un rôle à la fois en accueillant des pourparlers secrets, mais aussi en recevant directement des délégations cubaines et américaines. On était sous l'administration Obama et Raúl Castro à Cuba à l'époque, et en écrivant directement à Raúl Castro, ce qui avait beaucoup compté, parce que c'était un pays quand même très chrétien. Exactement. Et là, on voit le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui va venir, tout comme Donald Trump, et qui du coup s'empresse de dire j'aimerais bien rencontrer Donald Trump à cette occasion. Ce sera l'occasion. Alors, c'est un peu un terrain neutre, on a envie de dire, non pas religieusement parlant, mais diplomatiquement parlant, avec peut-être, la grâce pour pouvoir, peut-être que Donald Trump n'aura pas du coup l'envie de tenter de l'humilier ou de le secouer comme il a pu le faire dans le bureau Oval il y a quelques semaines, mois presque maintenant. Ce serait un endroit un peu plus facile pour peut-être pour Volodymyr Zelensky pour parler à Donald Trump. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de défis qui attendent le futur souverain pontife au-delà du profil, à commencer par les agressions pédocriminelles au sein de l'Église. On sait que c'est un dossier bien sûr ultra sensible. Il y a énormément de défis qui attendent. L'Église est un tournant, une charnière. Est-ce qu'elle continue une forme de modernisation qu'a entamé quand même le pape défunt, Est-ce qu'elle continue cette forme de modernisation sur certains secteurs? On l'a bien vu, puisqu'il a reçu des homosexuels. Tous ces textes écrits sur l'homosexualité ont fait hurler les évêques africains. Enfin, ça a été très, très mal vécu en Afrique. Donc, est-ce que
le rôle des femmes, par exemple. Le rôle des femmes est très peu abordé. Il y a quelques femmes au Saint-Siège. Enfin bon, le célibat des prêtres, c'est autant de questions qui sont essentielles pour la modernisation de l'Église catholique. Eh bien, ces questions devront être ou tranchées ou oubliées. On attend une direction. Oui, puis avec elle, la perte de foi, j'ai envie de dire, Exactement. de manière générale, où l'Église... Dans on avait nos un peu ces sociétés. discussions-là lors de l'élection de Benoît XVI. Finalement, on voyait que l'Église était un peu en perte de vitesse, Afrique. progressive. Oui, sauf en Afrique, même si c'est pas non plus en expansion folle. Les évangélistes. Mais comme on recule un petit peu partout, voilà. Et puis quelle forme en effet va prendre l'Église. Donc clairement, elle est à un tournant où il faut, mais depuis quelques temps déjà, ça date pas d'il y a 2 semaines ou encore moins depuis le décès du pape François, où il va falloir arriver à vivre un petit peu dans son temps, à se remoderniser, notamment sur les questions évoquées à l'instant par Patricia, pour pouvoir, j'allais dire pas François, par Patricia, pour pouvoir justement retrouver aussi un peu plus d'allant dans cette jeunesse et partout, que ce soit en Europe ou ailleurs. Un dernier mot avant de passer à la suite, Patricia. Oui, la jeunesse, on dit que dans nos sociétés occidentales qui sont tentées par la sécularisation ou le laïcisme, on ne sait pas sous quelle forme, eh bien, une certaine partie de la jeunesse retournerait vers la religion, vers les religions, quelles qu'elles soient. Allez, on passe à notre second dossier de la soirée, ce nouveau Signal Gate aux États-Unis. Selon des informations publiées par le New York Times et CNN, Pete Hegseth, le secrétaire d'État américain à la Défense, aurait à nouveau partagé des informations confidentielles sur une frappe au Yémen contre des Houthis, informations partagées dans un groupe Signal, cette fois-ci avec des membres de sa famille. La première fois, c'était un journaliste. Interrogé ce lundi, la Maison-Blanche évoque un complot médiatique. Explication signée Khalidoussi. Pete Hegseth, de nouveau dans la tourmente. Selon des informations du New York Times et de la chaîne CNN, le ministre américain de la Défense aurait partagé des informations confidentielles sur une frappe au Yémen contre les rebelles Houthis dans un groupe de la messagerie Signal composé d'une dizaine de personnes, dont des membres de sa famille. Interrogé ce lundi à l'occasion des fêtes de Pâques de la Maison-Blanche, il botte en touche et évoque un complot médiatique. Voilà ce que font les médias. Ils prennent des sources anonymes d'anciens employés mécontents, puis ils essaient d'abattre des gens et de ruiner leur réputation. Cela ne marchera pas avec moi, parce que nous sommes en train de changer le département de la Défense, de remettre le Pentagone entre les mains des combattants. Et les calomnies anonymes d'anciens employés mécontents sur de vieilles nouvelles n'ont pas d'importance. De son côté, Donald Trump prend la défense de son ministre en pointant du doigt les journalistes. C'est juste le même vieux truc des médias. C'est une vieille histoire. Essayez de trouver quelque chose de nouveau. Selon les médias américains, cette faille de sécurité se serait déroulée le 15 mars dernier. Ce jour-là, Pete Hegseth avait déjà partagé des informations sensibles sur un groupe Signal à laquelle participait un journaliste invité par erreur. Le ministre de la Défense fait l'objet d'une enquête du Pentagone. Après ces nouvelles révélations, plusieurs élus démocrates ont appelé à la démission ou au limogeage de Pete Hegseth. Patricia, le problème avec l'amateurisme, c'est que ça se voit généralement assez vite. Et dans ce domaine, Pete Hegseth semble exceller. Ils étaient tout un groupe au départ, dans la première phase du scandale. Gate, ouais. Là, effectivement, ce qui pose le plus problème, et c'est sa défense, il dit certains dans mon deuxième groupe, en quelque sorte, sur Signal, sont membres du Pentagone. C'est exact, mais sa femme, non. A priori, non. A priori, non. Et donc, si vous voulez, imaginez que vous envoyez les horaires de décollage d'avion à votre épouse pour aller au Yémen, c'est un peu quand même spécial. Alors, ils disent, oui, mais Signal et les autres, comme WhatsApp, etc., c'est totalement protégé de bout en bout. Ouais, c'est protégé de bout en bout, sauf qu'au debout, ça l'est pas. Et que si quelqu'un pirate votre téléphone ou a piraté votre téléphone perso, il récupère tout. Ou le vole tout simplement dans la rue. Alors, je ne parle même pas de voler dans la tour. Et lui, il n'a pas répondu pour savoir si c'était sur son perso, que je montre là, qu'il avait... C'est pas celui de Peter Hegseth, si c'était sur son perso qu'il avait envoyé et mis la boucle, ou si c'était sur un outil donc du département d'État, et donc dans ces cas-là, qui était protégé. Mais ce qui est plus grave, je crois que c'est Whitcock qui a dit que lui, dans les boucles Signal, comme il n'avait pas encore reçu d'outils de l'administration, c'était sur son perso. Steve Witkoff, l'émissaire voilà, spécial donc on sait qu'effectivement, en tout cas, il y a un portable personnel qui était sur la boucle la plus, en théorie,
secrète. Et dernier élément, il y a une ONG qui vient de porter plainte contre le département d'État et contre l'individu que nous voyons à l'antenne, Peter Hegseth, parce que, en théorie, on ne devrait pas... Parce que ces documents, ces éléments sont effacés tout de suite après, au bout d'une semaine ou 3 semaines, ça dépendait. Enfin, en tout cas, c'était marqué sur leur message. Les documents seront effacés, enfin, l'échange sera effacé. Les messages éphémères. Or, ce message ne peut pas être éphémère parce qu'en théorie, au niveau des départements d'État, Exactement. tout ce qui est communiqué comme document d'État doit être conservé par l'administration pour vérification, pour tout ce que vous voulez, pour la postérité, pour l'histoire. Or, là, maintenant, la question est-ce que ces échanges sur les attaques au Yémen font partie des documents d'État ou alors que tout ce qui est sur les réseaux, finalement, n'est pas important? Et c'est vrai qu'on ne rigole pas du tout avec ce sujet-là, d'ailleurs, aux États-Unis, ça nous paraît un peu lunaire à nous en France, mais c'est toute communication entre des officiels de l'administration, donc du Pentagone ou autre, doit être archivée. Et vous avez tout qui part dans des cartons imprimés, et maintenant sur des disques durs aussi, et pour les bibliothèques de chaque président qui sont créées ensuite. Et c'est vraiment extrêmement important. Et en effet, là, il y avait des messages éphémères, parce que sur Signal, on peut choisir cette option de dire, au bout de 2 jours, une semaine ou autre, ils sont supprimés. Et donc déjà, ça enfreint la loi. C'était déjà le cas du premier. Le problème, c'est que là, nos confrères d'NBC affirment que c'était bien son portable personnel, qu'il a reçu les informations exactes des horaires de frappe contre les Houthis au Yémen de la part du général Kourkia, ou Eric Kourkia, qui est le patron du CENTCOM, donc l'organe de l'armée américaine chargé notamment du Moyen-Orient, un petit peu plus large, mais du Moyen-Orient, et que 10 minutes après seulement, avec son portable personnel, il a envoyé les infos sur le premier groupe Signal, qu'il a été avec des gens autorisés à être au courant, donc le patron de la CIA, Steve Witkoff, etc., mais sur une application Signal qui n'est pas officiellement sécurisée, qui est certes cryptée. Il m'arrive d'échanger des messages avec soit des amis, soit des gens d'ailleurs de l'administration là-dessus, c'est pas un problème, mais ils ne peuvent pas échanger de messages qui sont considérés comme classifiés parce que ce n'est pas considéré comme suffisamment sécurisé. D'ailleurs, les services de renseignement américains disent qu'il peut y avoir des interceptions sur Signal, comme sur tout d'ailleurs, sur toute application, parce que en effet, certes, on peut intercepter des communications, elles sont cryptées quand elles sont envoyées, quand elles arrivent, mais elles sont décryptées à l'arrivée et cryptées au début. Et si vous avez, rappelez-vous, le Pegasus, les logiciels israéliens, si vous ont capté sur votre téléphone, avant qu'ils soient cryptés, vous avez le message. Et quand ils sont décryptés à l'arrivée, idem. Et donc, ça aurait été avec son portable personnel 10 minutes après qu'il aurait écrit à ce premier groupe, mais aussi au deuxième groupe dans lequel il y avait certes sa femme, son frère et son avocat. Son frère et son avocat font partie du Pentagone, mais n'ont pas pour autant les accréditations nécessaires pour avoir ce niveau de classification, de renseignements classifiés. Ça pourrait prêter à sourire si les enjeux n'étaient pas aussi importants. Une frappe sur des Houthis au Yémen, c'est du sérieux. Oui, c'est du sérieux, mais ça pourrait prêter à sourire s'il n'y avait pas des tas d'autres choses qui se passaient, comme le démantèlement de tous les départements qui devaient lutter sur les intrusions étrangères, pour ne citer que ça. Sur la désinformation sur également. Sur la désinformation, etc. Donc, si vous voulez, on a à faire face à une légèreté, en tout cas, dans l'administration, voulue ou pas voulue. Je n'ai pas d'éléments pour me prononcer là-dessus. Parce que certains croient à la circulation totale de toutes les informations autour de Trump. Il ne faut pas se leurrer. Il y a tous les gens de la Silicon Valley, enfin tous les gens comme Elon Musk et autres, croient que tout doit circuler, tout doit être connu, et que c'est pas comme ça que se gagnent les guerres en cachant. Nous, on fonctionne pas là-dessus, et c'est très inquiétant pour nos renseignements, pour nos services, parce que si la France veut communiquer ou le président veut communiquer avec Donald Trump, les informations pourraient se retrouver dans la presse. Est-ce que les informations ne peuvent pas se retrouver ailleurs ? Peter Hegseth qui avait déjà été recalé d'ailleurs en 2016, mais finalement dans l'administration Trump, soutenu, on a l'impression que ce n'est pas la compétence qui paye, mais c'est la loyauté. Oui, ce qui n'est pas nouveau, comme dans toute mauvaise gestion, que ce soit de société ou de pays, d'une administration, quand vous êtes loyal et que vous n'êtes pas là pour votre compétence. C'est d'ailleurs l'un des avocats, Don Bacon, le seul membre du Congrès, le seul républicain qui a osé finalement s'exprimer publiquement en disant, écoutez, c'est inacceptable, il doit démissionner. J'avais déjà des doutes sur ses compétences.
compétences. Là, ce n'est pas possible. Il faut arrêter. Si c'était un démocrate qui avait fait ça, on demanderait sa tête. Ne soyons pas hypocrites, on doit le faire. Et vous le disiez, c'est du sérieux, une frappe sur le Yémen. Mais ça peut avoir des conséquences graves. C'est-à-dire que, admettons, et peut-être que c'est le cas, peut-être que ça ne l'est pas, espérons que ça ne le soit pas, mais que ces messages puissent être interceptés par des Russes, des Chinois, et même des proches des Houthis, des alliés des Houthis qui leur envoient des informations. Ça veut dire que les avions, quand ils décollent, on sait exactement où à peu près, à quelle heure ils vont passer et par où. Donc ce sont aussi des cibles légitimes. Ça met en danger donc vous mettez en danger vos propres soldats américains. Et donc ça, c'est important. D'autant que ce n'est pas les premiers problèmes autour de Pete Hegseth. Je ne parle même pas de l'administration de manière générale. Mais il avait amené son épouse déjà à des rencontres avec des hauts responsables militaires étrangers dans des discussions où elle n'avait pas à être présente, ce qui est quand même un gros souci. Il avait organisé une réunion avec l'état-major de l'armée américaine et Elon Musk pour parler d'éventuels plans de guerre, notamment sur la Chine, alors qu'Elon Musk a des affaires avec la Chine. Et là, la Maison-Blanche a fini par en avoir vent et a annulé la réunion. Et vous avez, un dernier mot, mais c'est quand même très important, l'ancien porte-parole de Pete Hegseth qui était là au début de son mandat en tant que secrétaire à la Défense, John Elliott, qui a fait une tribune dans Politico et qui est accessible en librement, que vous pouvez aller lire, et qui explique que c'est un chaos total au Pentagone depuis que Pete Hegseth arrive et qu'il y a de gros soucis. Plusieurs proches d'Hegseth ont été virés, ce sont un peu les dommages collatéraux ou les boucs émissaires, les écrans de fumée pour pas qu'on se retourne vers lui. Et j'en finis, je suis un peu long, excusez-moi, mais en effet sur la loyauté, je reviens là-dessus, parce que là aujourd'hui, à partir du moment où Hegseth doit encore plus finalement sa situation à Trump, il va être encore plus loyal que loyal. Et ça pour Trump c'est du pain béni. Après Trump, on sait très bien qu'il est toujours fidèle jusqu'au moment où il y a un tweet qui le démange un peu trop. Et là, il en sera fini en 5 minutes de Pete Hegseth. Est-ce que ce sera dans 5 jours NPR dit que la radio américaine, qui réfléchissent à le remplacer, il y a des démentis de tous les côtés. Est-ce que ce sera dans un an? On ne sait pas. Ça finira sans doute par tomber, en tout cas, vu le rythme des gaffes. En tout cas, Donald Trump, le soutien, c'est quoi l'objectif pour le président américain? Ne pas perdre la face, ne pas assumer qu'on a placé quelqu'un d'incompétent à ce poste si crucial? Oui, enfin ça, sur les compétences, je crois qu'il ne se fait pas d'illusions, le président, comme vous le dites, c'est la loyauté qu'il veut. Mais là, ils reprennent leurs chevaux de bataille, j'ai envie de dire, favoris. C'est la faute des médias, c'est le complot médiatique, et c'est une horde déchaînée de journalistes qui veut s'en prendre à l'homme le plus capable qui existe. Ça, c'est le discours de Trump, et il va continuer à le maintenir jusqu'au moment où il sera fatigué. Alors que ce groupe Signal, il a été prouvé par A plus B qu'il était réel, et ça a même été reconnu par les principaux acteurs. Donc comme quoi, la cabale médiatique, elle se base quand même sur des faits très clairs, et ça les embête un peu, évidemment. Mais comme d'habitude, on essaie de faire un écran de fumée pour montrer que... Et ça marche encore auprès du public américain. Bien sûr, auprès d'une partie très importante. Là, vous nous parliez de sa femme, il y a quand même un mélange des genres qui est quand même assez étonnant. Est-ce qu'on a déjà vu ça au sein de l'administration américaine? Non, mais on n'a jamais vu ce qui s'est passé et ce qui se passe en ce moment depuis que les administrations américaines, enfin, de ces 100 dernières années existent. C'est bien. Heureusement, on serait épuisé d'ailleurs. Oui, après 3 mois, on est déjà fatigué. Ça ne s'est jamais vu. Un président qui fait tous les jours une nouvelle déclaration pour qu'on parle de lui, qui continue sa campagne. Il est toujours en campagne avec ses chevaux de bataille favoris qui sont les ennemis de l'intérieur. Et parmi les ennemis de l'intérieur, il y a la presse, il y a les démocrates. Et le chef des ennemis de l'intérieur, c'est Joe Biden. Et donc Joe Biden est responsable de tout, de l'inflation, etc. Et les journalistes ne font que soutenir cette tendance. Et donc là, si vous voulez, pour l'instant, il est pris dans ce narratif. Il ne veut pas en sortir. Et toutes les attaques contre son camp, qu'il juge son camp de loyaux, eh bien, il les défend parce que il veut en finir avec ce qu'il estime les ennemis de l'intérieur. Et on va voir combien de temps ça peut tenir. Oui, et c'est les médias et c'est l'État profond. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a même dit c'est tout le Pentagone en entier qui essaie de le faire tomber parce que, eh bien, et il l'assume, Pete Hegseth est en train de faire une révolution, une purge anti-woke, je cite évidemment, ce ne sont pas mes mots. Donc voilà, mais vous voyez, c'est toujours cet état profond que l'on va dénoncer. Et aujourd'hui, encore plus inquiétant, c'est la purge qui va se passer au département d'État qui est en cours, qui a été annoncée par le ministre, le chef du département d'État américain, avec, je crois, 15 à 25% de personnel en moins. C'est plein de départements qui sont concernés par ces coupes drastiques, ça on le dit depuis le début. Oui, ça c'est plein de départements. Les chiffres, on parle déjà de 200 000, je crois, de fonctionnaires qui ont déjà reçu, et une autre vague est attendue très prochainement. Bon,
il y a de la marge, hein. Je crois qu'il y a 12 millions de fonctionnaires aux États-Unis. Enfin, je me trompe peut-être en chiffres, mais je sais à peu près ça. Et donc, mais là, si vous voulez, le département d'État, c'est quand même la machine américaine, hein, à l'étranger. Mais la puissance américaine. C'est la puissance américaine. La puissance Donc, diplomatique, la puissance humanitaire. Et ça montre aussi un manque de connaissance du fonctionnement réel de l'État, loin des fantasmes sur ce soi-disant État profond. Évidemment qu'on peut faire mieux, sans doute, et qu'il y a plein de choses à faire. Mais là, ce sont des purges tellement importantes qui touchent parfois des départements entiers, que ce soit technologique parfois ce sont sur des coopérations, ou alors sur tout ce qui va être parité. Alors là, dès que ça touche ce genre de choses, on est sur le woke, qui est le mot à la mode, et tout devient woke finalement, tant qu'on n'est pas sur la guerre pure et dure. Et il y a un moment donné où ça va poser des problèmes, et surtout le jour où il va falloir reconstruire certains de ces départements qui ont quand même une utilité, qui étaient là côté républicain, côté démocrate, pas tous mais beaucoup, ça prend du temps à reconstruire les choses. Ça, c'est comme quand on fait les purges dans les services de renseignement. C'est un problème parce qu'on met beaucoup de temps à recruter les gens, s'assurer qu'ils sont loyaux, avoir enquêté sur eux, ensuite à les former, et ça va être difficile pour les États-Unis. Il y a 2,3 millions de fonctionnaires aux États-Unis. Patricia a vérifié sur son téléphone. Voilà. Merci. Qui n'est pas celui de Pitexet. Qui n'est pas celui... Et je ne suis pas en relation avec ma famille. Vous pouvez tout dire, Patricia, on est entre nous. Merci Antoine. Merci Patricia d'avoir participé à ce On va plus loin. Restez avec nous, l'information continue bien sûr sur notre antenne. Nouveau journal très vite.